Hello, hello les dormeurs, bienvenue dans cette nouvelle série qui je pense va être très très longue. Ça fait longtemps qu'elle mûrit dans ma tête et là, cette nuit, j'étais obligé de me lever pour la lancer, pour la commencer. Donc j'ai mis mes petites lunettes pour pouvoir me rendormir après, pour pas être trop impacté par cet ordinateur. Et j'ai mis une petite lumière agréable à côté de moi. Et maintenant, on est parti pour une grande aventure ensemble. Ceux qui resteront jusqu'à la fin, c'est ceux à qui l'histoire aura parlé. Et c'est ceux pour qui il y aura quelque chose à en retirer. Et donc, je vais commencer cette série d'épisodes par le début, par vous dérouler mon histoire et pourquoi je suis ici ce soir avec vous. Donc alors par quoi ça a commencé? Ça a commencé par mon enfance. Que s'est-il passé dans mon enfance? Donc dans mon enfance, je vais dire que j'étais un enfant classique, mais j'ai toujours eu un petit peu des sensations différentes. Je vais dire dans ma jeune enfance. Des sensations différentes de ressentir des choses, d'avoir du monde autour de moi, euh, d'avoir des sensations, euh, d'être clair dans ma tête sur des questions qu'on me posait, mais sur des réponses qui n'étaient pas, on va dire, dans la norme sociale. Je me rappelle beaucoup de mes parents euh, qui m'ont souvent demandé euh, qui c'était mon Dieu. Et j'ai souvent répété Dieu, c'est moi. Je suis mon propre Dieu. J'ai jamais eu d'attirance pour aucune des religions. J'ai jamais été intéressé pour idolâtrer quoi que ce soit, qui que ce soit. Et j'ai toujours eu vraiment la sensation profonde que c'était à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et quand j'étais très jeune, j'avais déjà cette sensation d'avoir Dieu quelque part en moi. Autre chose qui m'a beaucoup fait rigoler quand j'y repense, c'est que mon père me demandait souvent, en rigolant, il me demandait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, quand j'avais envie de quelque chose très fortement, je faisais des incantations, des méditations, comme je disais. Donc j'avais ma technique, je mettais mes mains comme ça et je pensais très fortement à ce que j'avais envie. Et j'avais souvent l'impression que ça se réalisait. Donc j'avais vraiment l'impression d'être mon propre Dieu, que les choses se réalisaient. Donc ça, grosso modo, c'était ma façon de penser quand j'étais enfant. Et petit à petit, j'ai perdu tout ce côté-là et je suis rentré dans le rang. Je suis devenu une personne très cartésienne qui avait besoin d'explications tout le temps, de comprendre les choses, de les lire, de devoir faire les choses pour les comprendre, de devoir voir les choses pour les comprendre, et de ne croire que ce que je vois. Donc je suis vraiment rentré à l'extrême dans la matière. Vraiment, j'ai fait un cursus très classique.
J'ai suivi mes études sans jamais trop savoir ce qui m'intéressait. Je savais que j'aimais le sport, donc je suis allé dans le sport, j'ai fait des études dans le sport, l'université. Je choisissais par dépit ma direction, c'est-à-dire que j'allais pas là où ça ne m'intéressait vraiment pas. Donc je suis allé à la fac de sport parce que tout le reste ne m'intéressait pas vraiment. J'ai pas suivi le cursus de prof de sport parce que ça m'intéressait pas et les autres cursus étaient moyens et je me suis dit tiens entraîneur. Entraîneur, ça a l'air d'être sympa, donc je suis allé là-bas dedans. J'ai continué, puis j'ai suivi jusqu'à faire un master en préparation mentale et physique. Donc voilà, j'ai suivi ça, j'ai réussi, c'était pas glorieux. J'ai redoublé une année parce que bah, je savais pas où je voulais aller, parce que je faisais les choses sans but. Juste, j'avançais un petit peu, quelque part, j'errais un peu comme un fantôme. Et bah, quand j'ai loupé mon année, la société m'a dit que c'est pas ce qu'il fallait faire, qu'il fallait se ressaisir. Et donc bah, après, je me suis mis un peu plus à travailler. Puis j'ai réussi juste à donner ce qu'on voulait de moi pour arriver à la fin, pour boucler mes études. Et entre-temps, j'ai découvert quelque chose qui m'a passionné. J'ai découvert une flamme en moi, j'ai découvert le raid aventure. J'ai découvert un truc qui m'animait, un truc où je pouvais y penser nuit et jour sans me lasser, toujours avec de la passion, avec de l'envie. Et donc bah là, je suis rentré dans le raid aventure. Et là, avec du recul, c'est là que je vois c'était vraiment ma voie. Juste pour vous faire comprendre un petit peu, et ça va arriver après dans la suite du déroulé. Euh, Quand j'ai découvert ça, je me suis lancé à fond là-dedans, dans les entraînements, dans l'apprentissage, dans la lecture. Donc, dans mes études, je crois que j'ai jamais lu un livre. J'ai toujours réussi comment dire, on pourrait dire peut-être frauder, mais en réalité, c'était pas vraiment frauder, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais juste qu'on me valide et qu'on me laisse continuer mes études. Donc, je me suis aidé des autres. J'ai fait le minimum syndical pour toujours donner ce qu'on attendait de moi, mais j'ai jamais vraiment lu parce que j'ai pas trouvé ça intéressant. Et là, je commençais à découvrir quelque chose qui me plaisait beaucoup, le raid aventure avec beaucoup de choses que j'avais à apprendre pour évoluer là-dedans. Donc, j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup m'informer et à comprendre bah, que j'étais dans ce cursus de préparation physique et de préparation mentale pour évoluer dans cette passion du raid aventure. Donc j'ai mis en application toute ma formation et c'est pour ça que ça m'a permis de finir mon master parce que justement j'ai trouvé cette flamme, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais dans cette formation. Donc aujourd'hui je comprends l'intérêt et l'obligation quelque part de trouver notre pourquoi, de trouver notre but pour pouvoir avancer. Donc là, moi, mon but, c'était de m'épanouir dans ce sport. J'avais vraiment envie d'aller au bout, de grandir, d'évoluer, d'aller jusqu'au sommet. Dès le début, je le savais que j'avais envie d'aller jusqu'au sommet. Je ne savais pas comment. Pour moi, c'était incompréhensible parce que ben, je ne connaissais personne qui faisait ce sport. J'étais seul. Les personnes avec qui j'en parlais d'un sport où il faut faire des centaines et des centaines de kilomètres me prenaient pour un fou. Je m'entraînais comme un fou, donc je paraissais encore plus fou, mais je sentais que c'était ça. Je sentais vraiment que j'étais guidé par l'amour de m'écouter, l'amour d'écouter ce qui me faisait vibrer. Je le notais pas comme ça à l'époque. À l'époque, c'était plutôt, bah tiens, ça me plaît vraiment plus que tout le reste, donc je vais essayer de le faire à fond.
Un jour, j'ai vu sur un site internet qu'une équipe cherchait des coéquipiers pour lancer une nouvelle équipe pro. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter ma chance. Et c'était le dernier moment parce que les sélections se faisaient genre, je sais plus, je crois, moins d'une semaine au moment où j'ai envoyé ce message. Il y a une personne qui m'a répondu, qui se reconnaîtra, Marc, et qui m'a dit, c'est un peu tard pour faire ta candidature, mais si tu es motivé, viens. Donc, il m'a dit oui. 3-4 jours après, j'ai pris ma voiture, je me suis déplacé, je suis allé à Valence. J'ai fait les sélections et je me suis donné à fond. Pas à fond par peur de mal faire, mais à fond parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je savais que je n'allais pas louper, je savais que j'allais réussir. Je le savais au fond de moi, j'étais convaincu. Et j'avais pas de qualification comparativement aux autres prétendants qui avaient tous des titres, qui étaient tous des vrais sportifs quelque part, avec des chronos, avec plein de choses comme ça. Moi, j'avais rien du tout. Moi, j'étais un décathlonien, entraîneur, mais qui faisait ça plus pour s'amuser, passer le temps, sans savoir pourquoi je faisais ça. Et donc, je suis retenu dans cette équipe. Et de là, de fil en aiguille, je commence à faire des compétitions rapidement à l'international. Ça me plaît, donc je suis à 200% là-dedans. Petit à petit, les choses grandissent. Et je fais mon premier championnat du monde. Je bâche complètement, j'ai une grosse blessure, je suis déçu, je pleure tout ce que je sais, je comprends pas pourquoi. Pourtant, je me suis entraîné à fond, bref, je ne réussis pas. Et je fais abandonner mon équipe. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment le pire qui pouvait m'arriver. Euh, on repart pour une saison et je reste dans l'équipe, donc ils me font confiance pour me garder dans l'équipe. Et on arrive pour faire les championnats du monde l'année d'après. Je me rappelle plus trop hein, la chronologie, mais grosso modo, ça va être ça. Et là, il y a notre féminine qui se blesse avant d'aller au championnat du monde, 2 mois avant d'aller au championnat du monde. Et avec le capitaine, on se dit non mais faut qu'on en trouve une autre, même si c'est dans très peu de temps. Lui, il en avait repéré une de fille sur des courses. Et moi, je lui disais qu'elle était trop fine, trop petite, trop de frêle dans un sport où il faut porter des choses lourdes, il faut avancer sur des longues distances, porter le kayak, faut vraiment, faut envoyer. Il avait repéré Mimi, Myriam. Et donc moi je lui avais dit que je pensais pas qu'elle allait faire l'affaire. On n'avait pas de choix, on n'avait pas d'autre choix. Donc on lui a proposé est-ce que tu veux rentrer dans notre équipe? On fait un entraînement d'équipe tel jour dans tant de semaines. Est-ce que tu veux venir pour participer au championnat du monde au Canada? Elle répond pas, elle nous dit qu'elle veut partir en montagne. Bref. Euh, les choses avancent et elle vient finalement à cet entraînement de groupe. Euh, et moi, tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose qui passe, mais je m'écoute pas trop. Et donc, je la taquine beaucoup. Et mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose. Et elle s'entraîne avec nous. On ne sait pas trop si elle veut le venir avec nous. Je lui dis, si t'as envie, on va s'entraîner en kayak. Je l'aide à s'entraîner en kayak parce elle en a jamais vraiment trop fait. La course est dans quelques semaines et la première section, c'est 100 km de canoë.
Donc voilà, les choses avancent et on se retrouve cette course, cette fameuse course au Québec. Bon ben, on part, Myriam est des nôtres dans l'équipe. Donc elle sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée puisqu'elle a jamais fait de raid long. On fait la course et au fur et à mesure de la course, tout se passe bien. On va dire pas forcément en résultat, même si on est, je crois que on est un moment troisième dans la course, donc c'est vraiment extraordinaire. La course est super longue. On se rapproche avec Mimi et on se retrouve à être ensemble assez rapidement finalement. Et moi je le sens que je veux pas me le faire voir. Je me dis au fond de moi, mon ego, c'est pas ton genre de fille, toi, c'est pas ça. Toi, tu es plus attiré par, comment je pourrais dire, des filles qui en jettent. Et c'est ce que je veux me prouver. J'ai peut-être quelque chose à prouver. J'essaye peut-être d'attirer ces filles pour me valoriser. Bref, plein de choses. Et je me dis que Mimi rentre pas trop là-dedans, mais je suis extrêmement attiré par elle. Et pendant le raid, je me laisse partir. Et donc, voilà, on finit la course. Elle a de son côté des grosses tendinites, donc la course est hyper dure pour elle à la fin. On passe la ligne d'arrivée et tout est beau, tout est magnifique. On a fait une super belle course, le temps était extraordinaire. Et là, tout ce que le raid aventure, tout ce que le non-stop va créer dans le corps retombe et je retombe dans mon ego, dans ma façon de voir les choses très cartésienne, dans ma façon, dans mes peurs. Je retombe très rapidement dans mes peurs. Et là, Mimi, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus franche, beaucoup plus sensible. Tout plein de choses que je connais pas du tout. Des choses que j'ai connues dans mon enfance, mais des choses que j'ai oubliées. Des choses qui m'attirent, qui m'ont attiré chez elle. Des choses qui se voient pas, des choses qui se ressentent. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur d'aller voir ce que c'est. J'ai trop peur de me découvrir. J'ai trop peur de dire que je me suis égaré dans ma vie. Euh, des peurs, des peurs, des peurs. Donc, je me cache derrière plein de choses et je dis à Mimi, mais c'était cool ce qu'on a vécu, mais c'était un rêve, c'était le raid d'aventure, c'était pas la réalité, c'était pas la réalité. Euh, Aujourd'hui, ça me parle beaucoup. Euh, je pense que pendant le raid, et je reviendrai plus tard, j'étais vraiment dans la réalité. Le raid m'a vraiment permis de voir la réalité, de sentir la réalité, de vivre la réalité. Et quelque part, le raid a réussi à me faire baisser mes barrières, à me faire baisser mes œillères, le masque que j'ai sur les yeux, et à voir la vraie vie, à voir ma vraie personnalité, à voir ce que j'aime vraiment. Et quand tous ces effets du raid redescendent, ben, je retombe dans l'illusion de la société, dans l'illusion de mon éducation, dans l'illusion de ce que je veux faire paraître de moi aux autres, dans l'illusion de mes peurs, de tout ce que je veux pas affronter, de tout ce que je veux ne pas voir. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup sourire de voir ça avec du recul. Et donc, quelque part, je lui brise un peu le cœur. Ça me fait quand même quelque chose,
mais bah, j'essaye de me protéger. J'essaye de me trouver des raisons, de me trouver un cadre, de me trouver quelque chose euh, de concret à me rattacher, de me trouver des explications, des excuses. Donc voilà, première partie. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que le raid, pourquoi ça m'a attiré? Parce que au fond de moi, je sais que le raid va permettre de me révéler, de retrouver qui je suis, de m'emmener sur mon chemin, sur ma voie. Donc on va dire, les mois passent et en définitive, ben moi j'ai toujours envie de faire du raid. Et pour faire du raid, il faut être quatre. Trois garçons et une fille. Trois filles et un garçon. Deux filles et deux garçons. On choisit, il faut que ce soit mixte, obligatoirement. Donc je me rends compte bah, que quand même, cette petite Mimi, elle a un potentiel de fou. Elle a un moteur qui est énorme. Et elle a surtout quelque chose qui m'attire profondément. Je sens au fond de moi que qu'elle me rend fou, qu'elle me fait tourner la tête. Mon ego me dit mais non, mais regarde, elle est toute petite, elle est bizarre, elle mange de l'argile, elle vit sans frigo, euh, elle travaille que 2 jours dans la semaine, le reste du temps elle est dans la montagne, elle vit ses passions à 100%. Elle n'est pas dans ta réalité, ou elle n'est pas dans ton illusion. Et si tu veux aller la voir, bah, va falloir que tu lâches un petit peu et que tu sortes, que tu casses un peu ta carapace, que tu sortes de tes facilités. Donc moi, à cette époque-là, j'étais encore chez mes parents. Mon surnom commençait à être Tanguy parce que bah, je suis toujours resté chez mes parents par facilité, par confort. J'essayais de juste bah, tout mettre en place pour que cette vie facile continue. Mais en fait, c'était une vie facile, mais c'était pas ma vie. C'était une vie ennuyeuse. C'était une vie qui m'endormait. Et c'était une vie où je me perdais, où je m'effondrais, où j'ai eu beaucoup de moments pendant ma scolarité, surtout à l'université, où je savais plus du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de crier, j'avais envie de partir dans la nature, j'avais envie de m'évader, de tout lâcher. Mais j'étais trop stéréotypé, j'étais trop euh, j'étais trop dans la matrice et donc je faisais rien. Je continuais à vivre comme tout le monde, comme tous les robots. J'étais un dormeur parmi tous les dormeurs. Mais je commençais à avoir des petites sensations, des petites choses, des petits éveils, à ressentir les choses vraiment qui m'attiraient, à vouloir faire du raid, ma passion, alors que c'est pas un sport où on peut en vivre. Il n'y a pas de professionnel dans le raid. C'est un sport où il faut se dévouer, où il faut passer des heures. Euh, et j'y vais quand même. C'est mes premières folies de partir, au hasard, à pied, essayer de faire 80 km à pied alors que j'ai jamais fait plus de 30 km, de partir juste avec mon sac et d'échouer, d'appeler mon papa au téléphone et de lui dire je suis allongé dans un fossé, j'arrive plus à avancer, est-ce que tu peux venir me chercher? Et mes parents m'ont vraiment aimé pour ce que j'étais, m'ont vraiment supporté. Euh, je les aime pour ça
pour m'avoir supporté. Et je les déteste aussi pour ça, pour ne pas m'avoir mis un gros coup de pied dans les fesses et m'avoir dit, mais maintenant, casse-toi, vole de tes propres ailes. Donc, j'ai cette ambiguïté, mais qui est fondamentale. On peut pas tout avoir. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai eu cette évolution. Je les en remercie pour tout ça. Et, euh, et c'est mon ego, c'est mon envie d'aller plus vite. C'est mon envie de ne pas comprendre, pas mon envie. C'est mon incompréhension en la vie à cette époque-là. C'est mon incompréhension euh, en la justesse de la vie. Et donc tout était juste à cette époque-là. Le fait que je reste chez mes parents jusqu'à mes 24 ans, comme Tanguy, et que subitement je m'envole grâce à Mimi. Je suis passé de mes parents à chez Mimi. Donc j'étais toujours un Tanguy, mais plus avec mes parents, avec ma chérie du moment. J'avais besoin de ce confort à cette époque-là. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir un guide, de me raccrocher à quelqu'un, d'avoir de la sécurité. C'était pas mon moment de partir, de tout lâcher, de tout casser, de tout craquer. Il y en a qui font ça, c'est leur chemin. Moi, c'était pas le mien. C'était pas ma voie d'évolution. Et donc, avec Mimi, on est parti, on a fait une carrière de raid incroyable. On a avancé, on a travaillé ensemble. Ça a été très long, très dur. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais on a vraiment tout mis en place pour arriver à nos rêves, pour être champion du monde. Merci Mimi de m'avoir supporté. Je me remercie aussi d'avoir supporté Mimi, parce que elle aussi, elle a son côté ange et son côté démon, comme moi. C'était juste mon miroir. C'est toujours mon miroir, mais c'était vraiment mon miroir. Et, euh, et elle m'a bien, bien challengé pendant toutes ces années de raid. Euh, j'ai dû autant la tirer qu'elle m'a tiré. Et je pense que c'est grâce à ça, avec notre folie à tous les deux, qu'on a réussi à gagner. Et comme on était extrêmes tous les deux, on a cherché à toujours aller plus loin. On a toujours cherché à alléger notre sac au maximum, alléger nos vêtements au maximum, découper nos plaquettes de matériel obligatoire, tous les médicaments obligatoires qu'on devait emmener pour la pharmacie de sécurité, de secours. On enlevait le maximum d'aluminium, on sortait toutes les pilules et on les mettait dans un petit ziploc. On était extrême au maximum. Et on a tout cherché. On a fait de la préparation mentale, on a fait de la préparation physique, on a reconnu les parcours, on a changé beaucoup de choses. Et on est arrivé à changer notre alimentation. Parce que on nous a dit que c'était une étape supplémentaire. Donc on est parti là-dedans. On a transformé notre alimentation jusqu'à devenir frugivore. Comme on est devenu frugivore et que ça a eu plein d'impact sur notre corps, la performance a augmenté de fou, la récupération a augmenté de fou, on a pu faire beaucoup plus de compétitions, on était beaucoup plus fort, tout était extraordinaire. C'est pas le sujet non plus de cette vidéo, mais pour la performance, c'était incroyable. Et comme on a vu que ça fonctionnait bien, ben on s'est dit, il y a peut-être d'autres leviers qu'on peut aller voir. Donc on est allé chercher d'autres leviers.
On a trouvé des moyens de nettoyer le corps pour qu'il fonctionne mieux, de régénérer le corps pour qu'il fonctionne mieux, de booster le corps pour qu'il fonctionne mieux. On a découvert beaucoup, beaucoup de choses. Et on a compris aussi que pour être performant, ben, il fallait que notre corps soit au top, mais qu'il soit au top sur tous les points. C'est-à-dire qu'il soit nettoyé de ses déchets physiques, mais aussi énergétiques, mais aussi émotionnels, mais aussi psychologiques, etc. Tout un tas de déchets. Et on a vu, avec tous ces nettoyages qu'on avait fait pour la performance, que ça avait un gros impact sur notre santé, que ça avait un gros impact sur notre façon de penser. Euh, Avant de changer de façon de manger, de façon de vivre, moi, mon alimentation, c'était une alimentation de tout en grosse quantité. Donc, je le cache pas, mon surnom, c'était la poubelle de table. Je mangeais tout jusqu'à la dernière miette. Du Coca-Cola, au pot de Nutella, au Haribo, au sandwich flûte avec une pizza roulée à l'intérieur, aux assiettes monstrueuses de pâtes, de tartiflettes. Avec les potes, quand on partait se faire un restaurant de buffet à volonté, c'était toujours de manger à l'extrême. Même si à un moment, j'allais aux toilettes et je vomissais tellement j'avais mangé, je repartais, je continuais à manger. Mais ça ne me dérangeait pas, c'était ça. C'était ça, c'était extrême, j'avais besoin de ça, de toujours plus. J'ai toujours eu besoin de ce plus et mes potes de l'époque qui regarderont cette vidéo, ben, ils me reconnaîtront bien. Jackie, c'était toujours plus, toujours l'extrême, toujours aller chercher plus sans regarder si ça allait toucher les autres parce que ben, je m'excuse aujourd'hui, je sais que j'ai blessé beaucoup de monde, j'avais pas beaucoup de tact, j'avais pas beaucoup de ressenti, j'écoutais pas bien ces choses-là et j'avais juste envie d'être extrême. C'est ça qui m'a guidé pendant longtemps, c'est d'être extrême et c'est surtout de rechercher mes limites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'essayer de toucher mes limites. C'est ça qui m'a permis d'être champion du monde de raid aventure. Un sport qui est extrême au possible. Vous partez 7 jours et vous essayez de courir, de rouler, de ramer, de skier, sans dormir, en vous déplaçant dans des endroits hostiles au possible, en portant votre kayak, parfois de la boue jusqu'à la taille. Parfois, vous vous caillez parce que vous ramez pendant des heures et des heures dans une eau à 5 degrés. Parce que on a fait toutes sortes de choses extrêmes. Passer sur des montagnes avec des orages, des éclairs, sentir la foudre, les frissons, les poils qui se dressent sur le corps. Traverser un lac en se mettant à poil pour gagner du temps. Et on sent le souffle qui se ralentit, les poumons qui se contractent, le cœur qui commence à battre au maximum. On sent qu'on est à la limite des possibilités du corps. Plus personne ne parle. On finit, on traverse le lac, on arrive de l'autre côté. Tout le monde sait qu'on est un petit peu à la limite, il commence à neiger. Et là, on met nos habits, on part, on marche juste pour se réchauffer. On sait que ça va le faire. On sait que c'est extrême, mais on est tous venus pour chercher ça. On cherche quelque chose en nous. On cherche à nous dépasser. Donc c'est vraiment cette chose qui m'a permis d'avancer pendant tant d'années. Pendant tant d'années. C'est ça qui m'a aussi amené à la fin de ma carrière de raid aventure à aller toucher encore plus loin. À force d'aller chercher loin, d'aller chercher loin, d'aller chercher toujours les limites, ben, je suis allé encore plus loin. Je suis allé faire une sortie de corps. 2 fois, je suis sorti de mon corps. 2 fois, mon corps m'a expulsé. Une fois pendant 24 heures
une fois pendant 48 heures. Qu'est-ce que c'est une sortie de corps? C'est quand vous avez l'impression que vous rêvez, vous vous voyez de l'extérieur, clairement. C'est un rêve qui est très très lucide, très très clair. Ou parfois vous avez des petits moments de blackout et vous vous réveillez dans un autre endroit un peu plus loin. Et vous avez l'impression de vous rendormir et vous vous réveillez un petit peu plus loin dans un autre décor. Vous n'arrivez pas trop à mettre de cohérence dans tout ça, comme dans un rêve, sauf que c'est bel et bien la réalité. Tout se passe, tout continue. Et quand, si vous avez vécu cette sortie de corps avec d'autres personnes qui, eux, sont éveillés, quand vous revenez dans votre corps et que vous discutez avec eux, vous comprenez que c'était pas un rêve, parce qu'ils vous racontent ce qui s'est passé, ils vous racontent votre rêve. Et donc, ça a été très traumatisant pour moi, parce que, d'une part, j'ai été champion du monde en passant la ligne d'arrivée dans une phase de semi-éveil, où j'avais été bien en sortie de corps avant, mais j'avais réussi à retrouver mon corps, mais j'étais encore en phase d'acclimatation. Tout mon entourage a été très apeuré par ce qui s'était passé, parce que personne ne comprenait. Et quand on comprend pas, on a toujours peur de ces choses-là. On a peur de ce qu'on comprend pas. Et la deuxième fois, en Équateur. La première fois, c'était au Costa Rica. La deuxième fois, c'était en Équateur. Et ben voilà, encore une fois, j'ai tiré mon équipe dans une galère. J'ai été un boulet et je m'en suis beaucoup, beaucoup voulu. Alors, je sais aujourd'hui que je suis arrivé là parce que dans l'effort, j'ai été extrême, j'ai été généreux. C'est ma nature. J'aime profondément aider. J'ai vraiment un amour pour ça, pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Et donc, à chaque fois que j'ai eu ces problèmes de sortie de corps, c'est parce que je me suis trop dévoué. Je suis allé trop dans la dévotion, dans donner mon énergie sans compter, jusqu'à me perdre moi-même, jusqu'à ce que mon corps m'arrête, jusqu'à ce que j'arrive à cette sortie de corps. Mais quelque part, c'est ce que je recherchais, c'est ce que je devais trouver. Je le sais aujourd'hui. À ce moment-là, je ne savais pas. Et pendant des années, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir fait cette sortie de corps parce que j'étais dans cette maîtrise, dans ce système cartésien de tout maîtriser et que là, je n'avais plus rien maîtrisé. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'étais passé dans un monde que je ne connaissais pas, le monde des énergies, euh, le monde du sommeil, le monde du rêve, le monde invisible, le monde de l'abandon, le monde où on ne contrôle pas, où on se laisse aller, où on ressent, où on vibre. Et donc pour moi, c'était un choc, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc pendant de nombreuses années, je voulais plus en entendre parler, je voulais pas en parler. Euh, Ça m'a fait beaucoup de cauchemars quelque part, beaucoup de frustration. Euh, j'ai arrêté le raid aventure. Je vais pas que pour cette raison, pour plein de raisons ensemble. C'était pas la seule, mais j'ai arrêté le raid aventure suite à ça. J'ai continué le raid multisport, donc où c'est des multistages où on dort plus, parce que tout mon entourage me disait que j'avais fait ces sorties de corps, parce que c'était too much, parce que je ne m'écoutais pas pour plein de raisons. Et ils avaient raison en réalité. Mais c'est ce que je devais vivre. Je devais passer par là pour mon évolution.
Euh, je suis allé chercher mes limites parce que je devais apprendre ces choses-là. Et je l'ai compris 10 ans plus tard. Je dirais même, ma première sortie de corps a été en 2013, ma deuxième en 2014. Et j'ai vraiment compris pourquoi j'ai fait ces sorties de corps en 2025. Donc 12 ans après ma première sortie de corps. Euh, la vie, c'est un puzzle. La vie, c'est un puzzle et tout est juste. Tout ce qu'on fait dans la vie est vraiment, vraiment juste. Il y a toujours une raison pour qu'on le fasse. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de choses positives. Ça, c'est juste des jugements. Il y a des choses qui nous font plus souffrir. Il y a des choses qui nous rendent plus joyeux. Et on va dire que quand on est dans la joie, quelque part, on pense que c'est la bonne direction. Et je pense que c'est la bonne direction. Euh, comment je pourrais dire mieux? Là, je me suis mal exprimé. Il n'y a vraiment pas de négatif et il n'y a pas de positif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé parce que tout est juste. Là, ça, c'est vraiment le fondamental. Ce qui nous guide, on va dire, c'est ouais, ce qui nous guide, c'est de sentir qu'on est aligné, que c'est juste. Et parfois, on sent que c'est juste, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Et ça, faut vraiment prendre du recul. Faut vraiment s'écouter. Faut s'éloigner. Parce que c'est pas ce qu'on nous inculque. On nous inculque souvent que tout ce qui est difficile, c'est pas le bon chemin. Et tout ce qui est agréable, facile, c'est le bon chemin. Non, je pense que le bon chemin, c'est celui qu'on ressent, c'est celui où on se sent bien. Et c'est celui où vraiment on se sent libre, on se sent tout puissant parce on sait qu'on va dans la bonne direction. Même si ça fait mal, même si on comprend pas, on sait qu'on va dans la bonne direction. Et donc, quand je dis que la vie est un pulse magnifique, tout au long de notre vie, on expérimente des choses. Et ces choses, elles ont toutes un but pour nous faire avancer, pour nous faire devenir qui on est, pour nous, pour nous aider nous-mêmes à nous développer, mais pour aider le monde aussi à se développer. C'est-à-dire que l'un ne vend pas sans l'autre. Si on suit notre chemin, on se développe nous-mêmes et on aide le monde à se développer. Si on s'empêche de nous développer, si on s'empêche d'évoluer, on empêche aussi le monde d'aller dans le bon sens. Et en réalité, c'est là où je reviens sur cette frustration et cette culpabilité que j'ai eue quand j'ai eu ces deux sorties de corps, il y a plus de 10 ans. Je comprenais pas en fait pourquoi j'avais eu ça, pourquoi c'était à moi que ça arrivait. Moi, j'avais envie que mon ego soit flatté, qu'on me dise bravo Jackie, ouah, t'as été super fort, bravo, on a réussi à gagner, t'as bien fait partie de l'équipe. Et je savais que j'avais donné mon meilleur pour l'équipe et qu'après j'ai vécu ça et j'arrivais pas à comprendre pourquoi.
Et pendant une cérémonie d'ayahuasca, il y a une personne qui a fait une sortie de corps suite à la boisson, qui s'est laissée aller. Une personne qui est suffisamment ouverte, suffisamment en confiance avec la vie pour se laisser aller, pour se laisser partir, pour se laisser guider par la voix intérieure, pour se laisser guider par l'univers. C'est terrifiant pour ceux qui ne connaissent pas. C'est terrifiant pour ceux du monde cartésien. C'est terrifiant pour les dormeurs parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne ressentent pas, ils ne voient pas que la personne est sur son chemin en train de découvrir. Et donc, j'ai vu que cette personne était partie. Et les guides de cette cérémonie ayahuasca ont très bien fait leur travail pour, euh, pour le garder à leur manière, euh, éveillé, pour essayer de le ramener à leur manière. Parce que c'est leur façon de faire. C'est leur façon de voir les choses. Et en réalité, quand on part, quand on fait une sortie de corps, de toute manière, on va revenir dans le corps. On part toujours pour revenir. Et si on doit partir pour toujours, c'est que c'est notre chemin. On ne doit pas en avoir peur. Si on doit partir, c'est qu'on a fini ce qu'on devait faire aujourd'hui. C'est qu'on a fini ce qu'on devait faire dans cette vie physique. Mais ça, encore une fois, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, les guides sont avec ce jeune homme qui s'est totalement abandonné et qui fait un voyage magnifique. Et moi, mon travail sur cette expérience, c'est de m'écouter, d'écouter ce qu'il y a en moi, de me, de me faire confiance. Et donc, au bout d'un moment, je fais, pour moi qui ai gagné les courses les plus dures au monde, je fais un saut dans le vide qui est extraordinaire et extrêmement difficile. Je propose au maître de la cérémonie, je propose, je lui propose mon aide avec la peur au fond de moi qui me disent on n'a pas besoin de toi, reste à ta place parce que je sentais que j'avais quelque chose à faire là-dedans. Mais comme j'étais tellement convaincu de ça et que ce maître de cérémonie très éveillé a su écouter lui aussi son cœur, il m'a accueilli pour le soutenir dans ce process. Et là, je suis arrivé tout doucement, j'ai regardé, j'ai demandé ce que je pouvais faire pour aider le maître. Et j'ai commencé à le soutenir, puis à lui tenir le cou, puis la tête. Et ça a duré un certain temps, assez longtemps dans une position inconfortable. C'était un grand gaillard qui était lourd à supporter et son corps tombait dans tous les sens, vraiment. Et donc moi, je devais supporter sa tête. Et là, j'ai eu la connexion. Je me suis rappelé, j'ai ressenti ce qui se passait. J'ai ressenti qu'il était sorti de son corps. J'ai ressenti
tous mes ressentis que j'avais quand j'étais dans la sortie de corps. Tout, tout ce qui me faisait peur, tous mes sentiments, tout ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à ce moment-là. Et donc, je me suis mis à parler à ce garçon-là, à ce jeune homme, comme j'aurais aimé qu'on me parle 12 ans auparavant. Et je lui ai parlé avec mon cœur. Je lui ai parlé avec amour. Je lui ai dit des choses que j'ai jamais dit à personne. Comme ça, directement. Je lui ai dit de me faire confiance. Je lui ai dit que j'étais là pour lui. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre son temps. Mais je lui ai aussi dit qu'autour de lui, tout le monde voulait qu'il revienne, mais qu'il ne fallait pas qu'il ait peur, qu'il ne fallait pas qu'il ressente les vibrations de peur de son entourage. Car quand on est en sortie de corps, on est très paranoïaque. Et je dirais, non, en réalité, on n'est pas paranoïaque. Quand on est en sortie de corps, on ne fonctionne pas comme on fonctionne dans le monde physique. Le monde physique est une illusion, est un monde cartésien. Et quand on est en sortie de corps, on est dans un monde de vibrations. On est dans un monde vrai, sans illusion, sans mensonge. Et donc, quand on est en sortie de corps, on communique par les vibrations qu'on émet. Et quand il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont peur, on n'a pas envie d'aller vers quelque chose de peur. On n'a pas envie d'aller vers de la peur. On n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui nous fait du mal. Et donc c'est pour ça que quand on est en sortie de corps, c'est difficile de réintégrer notre corps quand autour de nous, il y a des personnes qui ont peur. Et c'est pour ça que quand j'étais en face de lui, je lui ai vraiment dit que il pouvait avoir confiance en moi, que ce qu'il avait fait, ce n'était pas grave, que sortir de son corps, c'était pas un problème, que d'être complètement inconscient à ce moment-là, c'est le chemin qu'il devait suivre. Et c'est lui qui devait prendre le temps de réintégrer son corps, de revenir. Que moi, j'étais juste là, un guide, un gardien de son corps, juste pour le soutenir dans son voyage. Et c'est là où j'ai compris vraiment, non, c'est même pas là. Donc on va dire que ce garçon est revenu dans son corps après, je crois que c'est une heure ou 2 heures de travail. Et je sais pas si c'est cette nuit ou la nuit d'après. Il est venu et il m'a offert vraiment quelque chose. Il m'a vraiment fait évoluer. Il m'a vraiment fait découvrir une partie de moi. J'ai fait ce soir-là ce que je ressentais sans me poser de questions, sans me dire si c'était bien ou mal, sans penser au regard des autres, sans penser au maître qui était là aussi pour le soutenir, sans lui demander la permission, sans avoir l'impression de le devancer, sans avoir l'impression de mal faire.
juste en faisant ce que je sentais bon de faire, sans me poser de questions. Comme on le dit, en écoutant juste mon cœur. Mais ça s'est arrêté là. Et quand lui, la nuit d'après, m'a témoigné son ressenti pendant ce voyage, quand il m'a témoigné que ma présence l'avait aidé, euh, mes mots l'avaient aidé, l'avaient touché, l'avaient guidé. J'ai compris pourquoi j'avais fait ces sorties de corps extrêmes de raid d'aventure. C'est parce que un de mes rôles aujourd'hui, c'est de guider les personnes, de guider certaines personnes, de guider les personnes que je peux guider, les personnes qui vont venir à moi. Et donc, j'ai eu ces expériences extrêmes en raid pour pouvoir vraiment, pas juste une petite sortie de corps, une grosse sortie de corps, pour pouvoir gérer beaucoup de situations, pour pouvoir intégrer les sensations, pour pouvoir me rappeler année après année ce que c'était, et pour pouvoir m'en servir aujourd'hui, comprendre à quoi ça avait servi. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pulse de la vie. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Généralement, on ne comprend pas, mais ça a toujours, toujours, toujours une raison d'être là, même si on la comprend parfois des années après, même si au début, bah, c'est peut-être très, très déstabilisant, très pénalisant, très triste, très frustrant, euh, très difficile à accepter. Mais il y a toujours une raison. Donc ça, ce sera le sujet de plein d'autres vidéos, bien sûr. Aujourd'hui, ce qui m'a guidé à cette vidéo, c'est bah, que je dois annoncer que je suis en transformation, comme tout le monde, on est tous en transformation. Et qu'aujourd'hui, c'est mon rôle de guider, c'est mon rôle d'aider les autres. Et je sens aujourd'hui que je dois passer de l'autre côté de la barrière, même si je le fais déjà depuis plusieurs années, mais je dois aller encore plus loin, parce que c'est cela qui me fera évoluer un peu plus loin. Et j'ose pas l'affirmer, je n'osais pas l'affirmer, mais aujourd'hui, ben, je le dis avec du sourire, et maintenant je suis à l'aise avec ça. Euh, j'ai acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, je me suis beaucoup transformé, et si je ne le mets pas au service des autres, quelque part, euh, je vais me perdre comme j'étais perdu avant de trouver le raid aventure. Aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence, ce chemin que j'ai. Je comprends pourquoi j'ai mis, j'ai exploré autant de choses au niveau physique, parce que c'est un de mes outils pour guider les autres, de pouvoir challenger le physique. Je comprends pourquoi j'ai autant
explorer le mental parce que c'est aussi un outil pour pousser les autres, pour guider, pour permettre de grandir. Je comprends aussi, et ça c'est une pierre qui est arrivée cette année, un morceau du Pulse qui m'a vraiment fait éclore. Je comprends aussi pourquoi j'ai acquis cette sensibilité à l'invisible, aux énergies, euh, pour pouvoir faire le pont entre le monde de l'illusion, la réalité, non, le monde de l'illusion et la réalité, faire le pont entre ces deux mondes, faire le pont entre le visible et l'invisible, le physique et la vibration. Et donc, j'ai découvert aussi en moi, et ça c'est vraiment important pour moi, euh, j'ai découvert que pour que moi j'acquis donc une unité, pour que mon unité j'acquis soit puissante, puissante dans le sens où qu'elle aille que j'aille dans ma direction profonde, dans ma destinée. Et je reviendrai dans une autre vidéo sur mon paradigme, sur la destinée, sur toutes ces choses-là, qui est très très important pour moi. Mais pour que je puisse avancer, il y a un équilibre qui se doit se faire à l'intérieur de moi, une dualité, beaucoup de dualité en réalité. Pas, j'ai été beaucoup dans le côté masculin, on va dire, très yang, très extrême, dur, cartésien, mental, euh, strict. Mais ça, c'est un côté de la balance qui fait pencher la balance d'un côté et qui n'est pas une unité équilibrée. Et donc, j'ai découvert en moi ma partie féminine, ma sensibilité, ma créativité, ma douceur, mon, mon amour. J'ai trouvé toute cette partie à faire développer, à grandir pour équilibrer mon côté masculin et mon côté féminin. Pour que cette dualité soit équilibrée et pour que mon unité puisse réellement être performante. Performante dans le sens où ça me permet d'avancer dans mon évolution. Ça fait partie de mon évolution. Donc aujourd'hui, je mixe toutes ces choses, le côté cartésien et le côté énergie, le côté sensibilité, le côté qu'on ne voit pas, le côté qu'on doit écouter sans comprendre. Et je dois l'adapter pour le mettre dans ce monde où il faut expliquer. Certaines personnes ont beaucoup de facilité avec le ressenti, d'autres personnes ont beaucoup de facilité avec la compréhension. Il faut s'adapter de toute manière. Mais le côté du ressenti, euh, pour moi aujourd'hui, est un côté à développer grandement, car il est infini, extrêmement puissant.
Et donc aujourd'hui, c'est ça que je veux transmettre. C'est ça que je veux donner aux personnes qui vont venir me rencontrer. C'est leur permettre cette transformation. Euh, Avec Mimi, en ce moment, on est en train de se réaligner sur nos formations, sur nos coachings, sur nos stages, sur tout ce qu'on fait. Euh, Tous les deux, on se complète parce que on avance tous les deux ensemble, on est très différents, mais on a la même énergie et la même envie d'avancer. On s'aide, on roule tous les deux comme une boule de neige. On se fait avancer. Chacun avec des outils et des directions différentes, mais on s'aide beaucoup à avancer. Et, euh, et on sait qu'il y a des grandes choses qui vont arriver. On le sent maintenant. Et c'est pour ça que on est dans une phase où on a besoin de clarifier les choses et de montrer qui sont les nouveaux Jackie et Mimi. Pas qu'on délaisse et qu'on renie ce qu'on a fait avant, parce que c'est grâce à ce qu'on a fait avant qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, mais on est dans une évolution et on ne doit pas rester dans ce qu'on n'est plus. C'est pour ça aujourd'hui que moi j'ai créé ce stage électrochoc et je vais revenir là-dessus parce que bien sûr on peut le voir d'un côté promotionnel et c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que je crée ce stage parce qu'aujourd'hui je le sens au fond de moi, c'est ce que je dois faire. Avec Mimi, Mimi a dit on arrête, on fait plus de stages. On arrête le Vitality Detox, on arrête toutes ces choses-là, on se concentre sur les coachings, les formations en ligne. Et moi, je sens que je dois faire un stage. Donc, je lui ai dit, je dois faire un stage. Et ça s'est affiné petit à petit. Je sens que je dois faire un stage où j'accompagne les gens dans leur transformation. J'accompagne les gens qui sont perdus dans leur chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai la capacité de permettre à des personnes de se réveiller, de passer de dormeur à réveillé. Et en définitive, je fais de la promotion pour ce stage électrochoc parce que si tu es derrière ton écran et que tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre en toi. C'est que peut-être tu dois venir au stage électrochoc, à l'expérience électrochoc. Mais moi, je vais pas te forcer. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si ça vibre en toi, si ça résonne en toi, si c'est le bon moment, bah vas-y, viens au stage électrochoc. Et moi, je veux attirer que des personnes qui ont envie de se transformer, qui ont envie d'évoluer, parce que c'est ce que je peux apporter à certaines personnes. Moi, ce que je veux apporter, c'est la transformation à des personnes qui veulent se transformer. Mais aussi, et c'est ça qui est super important, c'est que si tout ce que j'ai dit avant, ça vibre pas en toi, bah déjà c'est bizarre que tu sois arrivé jusque-là. Donc c'est peut-être que tu te mens à toi-même, parce que si ça vibre pas et que t'es arrivé, je sais même pas combien de temps j'ai parlé, si 1h12. Donc si t'es arrivé jusque-là, pose-toi vraiment des questions. Ça veut dire que tu as peut-être profondément envie de changer, mais que tu te l'admets pas. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui t'inspire là-dedans. Donc pose-toi les bonnes questions. Et pour ceux à qui ça parle, venez discuter avec moi plus profondément du stage électrochoc parce que je peux vraiment vous permettre
de vous réveiller et d'avancer sur beaucoup, beaucoup de plans. Donc c'est pour ça que je vais reparler de ce stage électrochoc plein de fois. C'est un passage dans ma vie. C'est quelque chose que je dois faire pour moi, pour mon évolution. C'est-à-dire que dans mon paradigme, je suis ici sur Terre pour faire évoluer mon âme. C'est mon travail ici, c'est de me faire évoluer. Mais dans mon évolution, ça fera aussi évoluer tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, maintenant, je fais les choses plus par ressenti. Ressenti. J'ai toujours, bien sûr, ma part de cartésien qui est là et qui me ralentit dans mon avancement. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, que ça fait des mois que j'y pense, je vais pas dire des années, mais je vais dire des mois, où vraiment j'y pense, c'est que mon côté cartésien me dit, mais non, mais Jackie, tu peux pas faire des vidéos comme ça au milieu de la nuit où on ne voit quasiment pas dans l'écran, où tu parles de choses insensées sans avoir un script, sans savoir de quoi tu parles. Voilà, je suis arrivé à un stade où j'ai confiance, où je sais que c'est ce que je dois faire, et surtout, je sais que ça va parler aux bonnes personnes. Et je sais aussi que ça va, entre guillemets, éloigner les personnes à qui je peux rien apporter. Moi, je suis pas là pour guider tout le monde. Je suis pas là pour soigner tout le monde. Je suis pas là pour transformer tout le monde. Je suis d'abord là pour évoluer moi-même, pour me transformer moi-même. Et dans cette transformation, je dois attirer à moi certaines personnes qui vont me permettre cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce stage électrochoc. Donc, ce que je dois faire, c'est de permettre à certaines personnes de se transformer et qui, moi, me donnera la permission, la possibilité d'avancer encore dans mon évolution. Donc voilà comment ça se passe. C'est pour ça, et là, c'est pas du faux mot que je vous mets, parce que dans le marketing, on essaye toujours de mettre de la pression temporelle, etc. Moi, je veux juste que les choses elles soient claires, officielles, et à ma manière. Si tu es encore là, je fais déjà mon travail de électrochoc. C'est-à-dire que dans électrochoc, moi, je vais jouer plein de rôles. Je vais être là pour te transformer. Je vais pas être là pour te caresser, pour que tu passes un bon moment. Je suis pas là pour que tu sois au Club Med. Moi, je vais utiliser toutes les facettes que j'ai pour que j'arrive au mieux à mes fins pour te permettre de te transformer. C'est-à-dire que je vais peut-être être ton bourreau, mais je veux peut-être être aussi ta maman. Je vais être plein de personnages à la fois et différents pour chaque personne. Et en définitive, euh, je disais ça parce que ce stage va se passer en novembre 2025. Vous avez vu, si vous nous suivez, on crée plein de choses avec Mimi qui fonctionnent une fois, deux fois, trois fois, qui des fois se refont à plusieurs années d'intervalle et qui des fois ne se refont pas du tout. Moi, j'ai créé le stage optimisation de la performance qui s'est super bien passé. Il a eu lieu une fois et pour l'instant, il n'a pas lieu de nouveau. Avec Mimi, on a créé le stage Vitality qui a super bien fonctionné au début. Et après, on a créé le stage Detox qui a bien fonctionné. Après, on a créé le stage Vitality Detox. Donc, on a annulé le stage Vitality, on a annulé le stage Detox et on a créé le stage Vitality Detox. Donc, on est en évolution et toujours nos stages se transforment. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, et c'est pas de la FOMO, c'est pas fear of missing out, c'est-à-dire je te pousse pas à venir au stage électrochoc
en te faisant peur que ça aura plus lieu. Oui, peut-être que ça va être la première et la dernière fois que ce stage aura lieu. Peut-être que je vais le faire tous les ans pendant 10 ans, 20 ans. Peut-être que je vais le faire tous les mois. J'en sais rien. Je sais pas où je vais. Je sais que je dois le faire au moins une fois et après je verrai. Donc si ça te parle vraiment, si tu as envie d'avoir plus d'informations, tu me contactes. Je vais mettre le lien dans la vidéo en dessous. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Si ça te parle dans 2 ans, bah reviens dans 2 ans. Envoie-moi un message et on verra ce qui se passe à ce moment-là. Le jour où tu vois cette vidéo et que ça te parle, viens vers moi et ça veut dire qu'on a quelque chose à partager ensemble. Autant tu as quelque chose à m'apporter que j'ai quelque chose à t'apporter. C'est toujours quelque chose de circulaire. Donc voilà, je vais terminer sur ce concept qui me tient beaucoup à cœur. Euh, on, je récupère autant de bénéfices des gens qui sont autour de moi que ce que je leur donne. Ou d'une manière plus globale, je donne autant d'énergie au monde qu'il m'en redonne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente à moi, qui vient dans un stage, je sais qu'il va m'apporter quelque chose et je sais que je vais lui apporter quelque chose. Dans les deux sens, ça va avancer. Quand je vais dans un stage et que je suis un stagiaire, je sais que c'est la même chose. Je sais que ma présence va apporter quelque chose au groupe, aux autres personnes, au maître, au gourou. C'est toujours comme ça. On apporte toujours quelque chose aux autres. C'est pas à sens unique. Même si on s'en rend pas compte, même si notre façon d'être, c'est de ne rien partager avec les autres, ben c'est ça qui va apporter quelque chose à l'autre. C'est ce que l'autre doit expérimenter. Donc c'est pour ça que tous ceux qui doivent venir vers moi, qui le ressentent et qui passent le pas, ben c'est qu'on a quelque chose à partager ensemble. Donc ben c'est avec grand plaisir que je vous recevrai. Peut-être que ce sera très rapide, très dur. Peut-être que ce sera avec plein d'amour. Mais dans tous les cas, bah, c'est ce qui sera et c'est ce qui doit être. Ce sera juste dans tous les cas. Voilà, je crois que ça, c'est le mot de la fin. Le monde, il est vraiment juste. Il est vraiment en équilibre quand on est ce qu'on est, quand on fait ce qu'on doit faire. Et voilà. À très très vite, les amis, pour cette série de vidéos. Je verrai comment je vais l'intituler. Ciao, ciao.